22 septembre 2012, une jeune femme disparaît dans les rues de Melbourne en Australie, après avoir quitté un bar tard dans la nuit. Ses proches n'imaginaient même pas qu'en quelques heures, cette disparition comptait bouleverser des vies et faire la une des journaux. L'histoire qui va suivre est celle de Jill Meagher, une victime, un tueur en liberté et un système qui a failli à sa mission. Ce qui se cache derrière cette affaire est bien plus sombre que ce qu'on peut imaginer. Restez avec moi, derrière ce crime, il y a de nombreuses questions sur la sécurité et la justice. Qui est réellement le tueur ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle donc de l'histoire de Jill Meagher. Celle-ci se passe en Australie et vous allez voir qu'on est sur une histoire qui a été un peu connue mais que j'avais envie de partager à ma manière. Avant d'entrer dans la vidéo, je tiens à remercier énormément toute la communauté des Murdies qui n'arrête pas de me dire au fur et à mesure des vidéos que je m'améliore en montage, en diction, en histoire, en script. Franchement, c'est un coup de boost énorme et vous vous rendez même pas compte à quel point ça me donne envie de continuer et de toujours m'améliorer. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker l'affaire et de la commenter si vous souhaitez soutenir Murders Explained et de vous abonner juste en dessous. Je vous retrouve comme d'habitude maintenant pour une petite partie prologue avant de plonger dans cette histoire aussi troublante que fascinante. Comme je vous l'ai dit, ce drame se passe en 2012, la nuit du 21 septembre. Nous sommes à Melbourne, en Australie, et Jill Meagher, cette Irlandaise de 29 ans, perd la vie d'une manière violente. C'est un événement qui a bouleversé sa famille et ses amis, mais toute la communauté. Ce soir-là, Jill était sortie pour passer du temps avec des amis dans un quartier, le quartier de Brunswick. Cependant, elle ne rentra jamais à son domicile. Ce qui a commencé comme une soirée ordinaire se transforme en véritable cauchemar. L'horreur de cet événement a captivé l'attention de deux nations, provoquant une onde de choc et d'indignation à l'international. Ce drame est d'autant plus dévastateur qu'il montre à quel point des choses effrayantes peuvent se produire, même dans les endroits les plus banals. Je vous parle un petit peu de Jill avant de vraiment rentrer dans la vidéo et de vous présenter ce qui s'est passé. Jill est née le 30 octobre 1982 à Drogheda, en Irlande, dans une famille qui lui a toujours donné plein d'amour et un énorme soutien. Elle a grandi dans un environnement familial chaleureux et elle s'est forgée une personnalité ouverte et chaleureuse également. D'ailleurs, elle avait un certain charisme naturel et un esprit assez vif qui faisait d'elle une personne particulièrement attachante. Et toutes celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître l'ont rapidement appréciée. On est sur un climat familial solide dans une petite ville irlandaise et donc elle avait vraiment des valeurs essentielles et profondes sur la solidarité et sur la communauté. En 2009, Jill rencontre Tom Meagher, un Australien qui étudiait à Dublin dans la même université qu'elle. Leur histoire d'amour se développe très rapidement et très vite. Ils deviennent inséparables. Peu de temps après, ils se marient et donc on se voit qu'on avait une importance qui était accordée à l'un et à l'autre. On était sur un bonheur sans fin et les deux jeunes époux avaient donc pris une grande décision. Malgré leur attachement profond à l'Irlande, ils ont choisi d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie en Australie, à Melbourne. C'est un déménagement qui a été plein de défis et qui a été accueilli par Jill avec une grande excitation et une énergie débordante, fidèle à son caractère optimiste et vraiment sa vision très positive de la vie. Les mois suivants, on a vu Jill qui s'intègre parfaitement dans sa nouvelle vie australienne. Elle s'adapte avec facilité à la culture de Melbourne. Je vous rappelle qu'on est vraiment sur quelqu'un avec une personnalité super lumineuse, une ouverture d'esprit aussi qui lui ont permis de se faire plein d'amis et elle a su apprécier la beauté et l'authenticité de son nouvel environnement. Cependant, la tragédie qui allait se produire ce soir-là va non seulement marquer la fin de son histoire, mais aussi le début d'une quête de justice pour sa famille et tous ses proches.
La disparition de Jill a non seulement choqué l'Irlande et l'Australie, mais elle a aussi suscité une prise de conscience sur la sécurité des femmes, en particulier la nuit, dans des zones urbaines qui sont normalement considérées comme sûres. Vous allez voir que les médias vont être submergés par l'ampleur de cette affaire et vous allez voir que l'attention internationale, qui a été aussi impactée par rapport à cette affaire, pourrait servir pour le futur. On revient sur Jill et Tom et le moment où ils s'installent dans leur nouvelle vie à Melbourne. Jill, elle s'est rapidement adaptée à son environnement et elle a commencé à construire un avenir prometteur aux côtés de son mari. Très vite, elle décroche un emploi prestigieux à l'Australian Broadcasting Corporation, ABC, où elle a été nommée chef d'unité. Ce poste était en fait d'une grande responsabilité, mais Jill a relevé le défi avec brio. Comme sa famille en Irlande, ses nouveaux collègues avaient tout de suite apprécié son professionnalisme, sa détermination et aussi sa personnalité, le petit rayon de soleil. Grâce à son engagement sans faille et à son enthousiasme communicatif, elle a su s'imposer dans son domaine et sa carrière à l'ABC a pris un essor impressionnant. En dehors de son travail, Jill nourrit également une véritable passion pour la scène culturelle de Melbourne. C'est vrai qu'on est quand même sur une ville qui est extrêmement dynamique, qui est vibrante et qui est idéale pour elle. Elle se plonge régulièrement dans des événements artistiques, elle adore assister à des festivals, elle se consacre aussi à la lecture, elle est vraiment en train de découvrir la ville en fait et tous les petits coins qu'elle peut apprécier. La vie de Jill et Tom est remplie d'amour, de moments joyeux et d'activités qu'ils partagent ensemble. Ils ont rapidement constitué un cercle d'amis proches et étaient parvenus à s'intégrer parfaitement à leur nouvelle vie. Le quotidien qu'ils menaient, ça semblait être celui de rêves de personnes expatriées, épanouies, ils s'écoutent, c'est sans tracas. Jill, elle vit dans un quotidien idyllique, une existence qui semble à la fois pleine de promesses et d'harmonie. Cependant, la nuit du 21 septembre 2012, un événement tragique va tout bouleverser. Ce soir-là, Jill est sortie avec ses amis pour fêter l'anniversaire d'un collègue. La soirée a été planifiée dans le quartier animé de Brunswick, un lieu bien connu pour ses bars et ses cafés chaleureux, un endroit idéal pour passer une soirée agréable. Ils ont déjà pris l'habitude de se rendre là-bas pour profiter de l'ambiance conviviale et du quartier. Et Jill, comme pour les autres soirées passées, elle se prépare en toute insouciance. Elle s'est dit, c'est simplement une soirée comme une autre, pleine de rire et de bonne humeur. De toute façon, je connais cet endroit par cœur. Mais ce soir-là, une série d'événements inattendus vont transformer cette soirée banale en un enchaînement tragique d'événements qui risquent de marquer à jamais la vie de ses proches. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'un moment aussi simple pourrait se transformer en un drame qui allait non seulement changer le cours de sa vie, mais aussi celui de son mari, de ses amis et de toute sa famille. L'innocence et la routine de cette soirée ordinaire ont été brutalement interrompues par un malheur inimaginable. Ce qui a commencé comme une soirée festive se transforme en cauchemar, mettant fin à une vie pleine de promesses. Bref, en arrivant à Brunswick ce soir-là, Jill et ses amis commencent leur soirée. Ils célèbrent l'anniversaire du collègue, l'atmosphère elle est chaleureuse, tout le monde est festif et ils ont partagé plein de moments de joie. Plus tard, certains membres du groupe décident de prolonger la soirée en se rendant dans un autre établissement. Ils continuent de s'amuser, de discuter, de profiter de l'instant, comme si rien ne pourrait gâcher cette vie. Cependant, aux alentours de 1h30 du matin, Jill décide qu'il est temps pour elle de rentrer. Après tout, une soirée agréable doit savoir prendre fin, et elle se sentait prête à rentrer chez elle. Elle a donc fait signe à son ami, lui annonçant son départ, puis elle quitte le bar. L'air dehors est assez frais, il fait nuit, on a la lumière des réverbères qui éclaircissent tout son chemin, et elle marche en direction de sa maison, pensant à tout ce qu'elle venait de vivre. Une amie d'ailleurs lui a proposé de la raccompagner, mais Jill a refusé. Parce que le trajet jusqu'à son domicile est très court, on est sur environ 1 kilomètre. En seulement 5 à 10 minutes de marche, elle est chez elle, en toute sécurité. Bien qu'il s'agisse des premières heures du matin, Jill n'était pas inquiète. Elle a déjà fait ce trajet plusieurs fois auparavant et elle se sentait en confiance dans son quartier. Les rues sont familières et elle pensait, comme tant d'autres, que ce serait juste un petit moment de solitude tranquille avant de retrouver son mari, comme un sas de décompression entre la soirée et le retour à la maison. Mais à ce moment précis,
Il est important de souligner quelque chose. Ça peut être insignifiant pour certains, mais ce n'était que 5 ou 10 minutes après tout. Cependant, cette pensée, cet élan de confiance se disant il peut rien se passer en 5 à 10 minutes, eh bien c'est un rappel tragique de la réalité dans laquelle malheureusement beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui. En pensant être en confiance, parfois elles ne le sont pas vraiment. C'est malheureusement la vérité, et cette vérité qui s'est tragiquement imposée à Jill. Elle marchait seule dans les rues, et une silhouette se cachait dans l'ombre, attendant son moment. Ce mâle invisible à l'œil nu la guettait. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer dans ces quelques minutes. Cette nuit-là, un homme dangereux, Adrian Ernest Bailey, était en liberté conditionnelle. C'est un criminel au passé sombre marqué par une longue série d'infractions. Il n'était pas étranger à la prison, mais ce soir-là, il était à l'affût, à la recherche de sa prochaine victime. Jill marchait sans la moindre idée du danger qui rôdait près d'elle. Un endroit qu'elle connaissait si bien, le Sydney Road, une rue incroyable. Et Adrian l'a repéré, et il l'a suivi discrètement. Les dernières images connues de Jill ont été capturées par une vidéo de caméra surveillance. On la voit passer devant un magasin de robes de mariée, à quelques minutes seulement de chez elle. Elle s'est arrêtée brièvement, peut-être pour vérifier son téléphone, avant de reprendre sa marche, toujours sous la lumière des réverbères. Ce court instant de son trajet a été plus tard une pièce cruciale dans l'enquête de police, permettant de retracer son parcours. Pendant tout ce temps, Adrian Bailey la suivait, s'approchant peu à peu d'elle. Bien que les détails exacts de ces minutes soient flous, ce que l'on sait, c'est que Adrian Bailey a rattrapé Jill et il l'a attaquée. Il l'a maîtrisée et il l'a traînée dans une ruelle isolée, loin des regards. À cet endroit, il l'agresse sexuellement, avant de la forcer à monter dans sa voiture. Il a pris la direction d'un lieu un peu plus retiré, un endroit où personne ne pourrait les voir. Jill, dans une tentative désespérée de se défendre, a riposté. Ça a été constaté plus tard par les médecins parce qu'ils ont trouvé des traces évidentes de lutte. Malheureusement, malgré son courage et ses efforts pour s'échapper, elle n'y a pas réussi. Adrian l'a violée violemment et il l'a étranglée avant d'enterrer son corps dans une tombe peu profonde à la périphérie de Melbourne. Ce geste cruel et inhumain a mis fin à ce qui avait été jusque-là une soirée banale, mais pleine de vie, de rire et de joie. Une soirée qui, à cet instant, allait devenir tragiquement mémorable. De son côté, Tom n'avait pas pris conscience de l'horreur. La nuit, il savait qu'elle serait longue, il s'est endormi et en fait, il attendait le retour de sa femme. Cependant, vers 4 heures du matin, il se réveille et il constate que Jill n'est pas dans leur lit. Il ressent une inquiétude. Ce n'est pas comme dans son habitude de rentrer quand même aussi tard, surtout sans prévenir. Donc il essaye de la joindre, mais l'appel est directement transféré sur la messagerie. Une situation encore plus étrange. Il quitte la maison, il marche sur l'itinéraire qu'il pensait qu'elle aurait emprunté, espérant la retrouver. Il avance, et l'angoisse avance également. Il n'y a aucun signe de Jill, pas une trace d'elle, ni dans les rues, ni dans le quartier. Cette inquiétude, elle grandit et elle se transforme en une angoisse insupportable. Et Tom n'a d'autre choix que de contacter les autorités. Cette nuit-là, c'était censé être une soirée joyeuse et ordinaire, et elle s'est transformée en un événement aussi tragique que tout le monde allait en parler. Au fil des heures qui passent sans aucun signe de vie de Jill, l'inquiétude de Tom ne cesse de croître. D'abord, il est confiant. Il se dit que Jill, elle a simplement pris vraiment la soirée pour elle-même et malheureusement, sa tranquillité s'est dissipée. Dès l'aube, il contacte tous les amis, toute la famille, espérant que quelqu'un sache quelque chose, que au moins on l'ait vu quelque part. Mais personne n'a pu fournir de réponse rassurante. Chaque minute qui s'écoule sans information semble peser lourdement sur ses épaules. Il savait au fond de lui que l'absence de nouvelles n'est pas qu'un simple retard. Et l'inquiétude se transforme en terreur. Il comprend qu'il y a quelque chose de dangereux. Il va donc signaler directement la disparition à la police. Dès lors, une opération de recherche a été lancée. Les enquêteurs ont commencé par retracer les derniers mouvements de Jill, cherchant à comprendre où elle avait été et ce qu'elle a pu faire avant sa disparition.
Donc ils ont découvert qu'elle a quitté la fête d'anniversaire avec les 3 collègues vers 21h, qu'ensuite tout le monde est allé à l'hôtel Brunswick Green pour continuer la soirée. 1h du matin, Jill et un autre collègue décident de se rendre vers un bar, le Bar Etiquette. Et à 1h30, elle décide de partir chez elle et de rentrer seule. D'ailleurs, je crois que je viens de me mélanger les pinceaux. Ils sont allés à l'hôtel, ils ont quitté l'hôtel à 1h du matin pour aller dans le bar étiquette. Les amis et la famille de Jill sont inquiets, ils sont désespérés et ils commencent à distribuer des flyers, à faire des appels publics et ils espèrent obtenir la moindre information sur où elle est. Cependant, c'est dans une ruelle, près du dernier endroit où elle a été vue, qu'une des découvertes a été faite, la découverte la plus inquiétante. Le sac à main de Jill est juste là. C'est un simple objet, c'est un indice qui peut sembler anodin, mais c'est devenu un signe terrifiant que quelque chose de grave s'était produit. À ce moment-là, chaque personne qui suivait l'affaire s'est rendu compte que c'était vraiment un cauchemar. Tout le monde avait cette petite voix intérieure qui murmurait qu'on pourrait être sur un accident ou quelque chose qui pourrait être vraiment très grave. L'histoire, elle fait rapidement les gros titres dans les médias. Et une photo de Jill a été diffusée dans tout le pays. Les détails de sa disparition ont été largement partagés, augmentant la visibilité de l'affaire. Au fur et à mesure que les heures passent, la situation devient de plus en plus urgente. Les enquêteurs mettent tout en œuvre pour localiser Jill, mais malheureusement, chaque minute comptait et chaque minute était sans espoir. Les premières 48 heures sont déterminantes. Vous le savez, ce délai critique est celui où les chances de retrouver une personne saine et sauve sont de plus en plus élevées. Après les 48 heures, malheureusement, c'est assez compliqué. La police, naturellement, a évidemment concentré leurs efforts sur Tom, le mari de Jill. C'était la première personne sur laquelle ils devaient se reposer pour avoir des infos. Surtout que son alibi, il n'était pas solide. Il était au seul, dans la maison, au lit, donc ça en faisait un suspect potentiel. Évidemment, un examen approfondi de son téléphone, de ce qu'il a dit à Jill, etc., du moment où il a borné pour la dernière fois et tout, ont montré qu'il n'avait pas quitté la maison avant 4h du matin lorsqu'il a parcouru les rues voisines cherchant sa femme. Vu que cette déclaration, elle correspondait aussi aux faits, il a été enlevé de la liste des suspects. Les enquêteurs élargissent donc la recherche. Ils sollicitent les vidéos de surveillance auprès des commerces locaux et c'est là qu'ils font une percée décisive. Sur les images enregistrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont vu Jill marcher aux côtés d'un homme qu'elle ne semble pas connaître. Cet homme, ils l'ont rapidement identifié à cause de la base de données criminelle. Je vous rappelle qu'il était assez connu. Adrian Bailey. La police voit qu'il est en liberté conditionnelle après plusieurs passages en prison pour des crimes violents et il est déjà inscrit dans le système. Ça a donc permis aux enquêteurs de le reconnaître rapidement grâce à la technologie et la police a pu se rapprocher de leur suspect. La découverte de son implication a été un tournant dans l'enquête, car à ce moment-là, les détails devenaient de plus en plus clairs. La police ne perd pas de temps et il décide d'aller appréhender Adrian. Moins d'une semaine après la disparition de Jill, le 27 septembre, il est arrêté. Son arrestation marque une étape importante dans cette affaire, mais c'est aussi un soulagement pour la famille, même si celui-ci est amer, et les proches de Jill qui se préparaient à affronter la douloureuse vérité. Lors de son interrogatoire, Adrian a d'abord nié avoir fait et vu quoi que ce soit par rapport à la disparition. Il a prétendu qu'il n'avait pas rencontré Jill ce soir-là et qu'il était simplement préoccupé par sa petite amie avec qui il s'était disputé. Selon ses dires, après cette dispute, sa petite amie serait partie précipitamment. Il dit « Je m'inquiète pour les femmes ne devraient pas se promener seules ». Cette déclaration, cependant, semblait simplement déplacée et peu convaincante face aux preuves qui s'accumulent contre lui. Les enquêteurs n'ont pas pris ces affirmations à la légère, ils avaient bien plus que des images de vidéos. Dans le cadre de leur enquête, la police avait aussi suivi les téléphones de Jill et d'Adrian. Ça a permis de découvrir que la voiture d'Adrian avait franchi une cabine de péage à peu près au même moment où le téléphone de Jill l'avait franchi. De plus, les deux téléphones ont été tracés jusqu'à Gisborne en Victoria. Toutefois, un fait alarmant s'est manifesté. Seul le téléphone d'Adrian est revenu de cette région. Une anomalie qui met les enquêteurs sur la bonne voie et qui confirme que Adrian semble vraiment impliqué dans ces événements. Pendant que la police poursuit l'interrogatoire, d'autres agents fouillent sa maison et sa voiture.
ils retrouvent la carte SIM de Jill et d'autres affaires. Les enquêteurs confrontent Adrian aux découvertes ainsi qu'à la correspondance des trajets des téléphones et lui, il prétend qu'il n'est pas en mesure d'expliquer les faits. Il dit « je ne veux pas l'expliquer ». Ce refus de coopérer a évidemment amplifié les soupçons sur lui. Finalement, alors que les preuves contre lui deviennent de plus en plus accablantes, Adrian craque et avoue son crime. Il reconnaît qu'il a vu Jill vers 1h30 du matin lorsqu'elle marchait et parlait au téléphone, ce qui correspond d'ailleurs parfaitement aux détails de son dernier appel. Jill avait appelé son frère pour avoir des nouvelles sur leur père qui malheureusement venait de subir un AVC. Une fois l'appel terminé, Adrian la rattrape. Il a d'abord essayé de lui parler, puis ensuite il l'a suivie dans des rues sombres. Après un moment, il a touché ses fesses et il a tenté de l'embrasser. Jill évidemment, elle recule et elle le gifle en réaction à son comportement et c'est à ce moment-là qu'il est furieux et qu'il craque. Dans un accès de violence incontrôlée, il attaque Jill. Et ça marque le début d'une série d'événements tragiques. Après avoir agressé Jill sexuellement dans une ruelle, Adrian a fait preuve d'une cruauté inouïe. Jill, dans un ultime acte de résistance, lui a dit qu'elle irait à la police et ça continuait. Évidemment, ça a aggravé la situation. En pleine rage, il l'étrangle à mort et il la tue, alors que elle voulait simplement rentrer chez elle. Il a laissé son corps sans vie dans la ruelle avant de se rendre chez lui où il a été chercher une pelle. Il est revenu sur les lieux, il a placé le corps de Jill dans sa voiture et il l'a conduit dans un endroit isolé à environ 40 km de Melbourne. Là-bas, il enterre le corps, dans l'espoir de dissimuler son crime. Quelques jours plus tard, Adrian emmène la police sur le site où il a enterré Jill. C'est un geste délibéré qui ne peut pas effacer la douleur évidemment qui a été infligée, mais au moins on peut comprendre la scène de crime. Évidemment, ça a été traumatisant. On a 2 agents médico-légaux qui ont assisté à la découverte du corps, qui n'ont jamais pu reprendre le travail. L'un des principaux détectives de l'affaire, le sergent Wow, a même quitté son poste après la résolution de cette affaire. On a appris que l'enquête était très intense et que c'était quelque chose qui faisait que certains enquêteurs pleuraient nuit et jour. Le corps de Jill a été formellement identifié et ça a confirmé les pires craintes. Le choc et la douleur étaient insoutenables. La police organise une conférence de presse pour annoncer que le corps a été retrouvé et ils ont promis que le meurtrier de Jill sera traduit en justice. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance et que les détails des antécédents criminels d'Adrian sont révélés, on a plein de questions qui se posent. Adrian Bailey avait un long passé d'infractions sexuelles violentes, ça aurait dû mettre en lumière sa potentielle récidive, et malgré ses antécédents, il a été libéré sous parole sans aucune surveillance. Ça a provoqué une indignation croissante au sein de tout le monde parce que l'affaire de Jill, elle met en évidence des failles inquiétantes dans le système judiciaire. L'affaire de Jill a aussi fait naître une réflexion plus large sur la sécurité des femmes dans les espaces publics. Elle a révélé la vulnérabilité de celles-ci qui, malgré tous leurs droits à la liberté et à la sécurité, eh bien se voient H24 menacées dans le monde. Pourquoi les systèmes continuent-ils de faire défaut? C'est une question qui reste sans réponse malgré les tragédies qui se multiplient. C'est comme si les systèmes de justice et de libération conditionnelle se contentaient de faire confiance à des critères qui clairement ne fonctionnent pas. Ces défaillances sont trop fréquentes, chaque tragédie qui en résulte éveille la colère du public. Comment un système qui a pour mission de protéger les citoyens laisse des criminels comme Adrian Bailey, violents avec un historique de récidive, arpenter les rues sans surveillance? La famille et les amis de Jill, tout comme de nombreuses autres victimes, ont exigé des comptes. La communauté n'était pas prête à laisser cette tragédie se réduire à un simple silence. L'avancée de l'enquête et du procès, on va en parler, contre Adrian a montré que même si la justice pouvait être rendue pour Jill, la question, elle demeure: comment permettre à des criminels violents d'être surveillés correctement et efficacement? On a eu des appels à la réforme qui ont pris de l'ampleur après le meurtre de Jill parce que la capacité du système à empêcher ce genre de tragédie, c'est devenu une source de frustration et de mobilisation. Le cas de Jill est devenu, à son insu, un symbole du besoin de réformes urgentes pour éviter la répétition de ce genre de tragédie.
Nous allons quand même parler du procès de Adrian et juste après de son passé. Le procès d'Adrian Ernest Bailey pour le viol et le meurtre de Jill Megger a fait l'objet d'une couverture médiatique considérable, attirant l'attention des Australiens, mais aussi d'une large audience. Ce procès a révélé les détails horribles de l'attaque et du meurtre de Jill, et ça a captivé l'opinion publique. L'issue, bien que tragique, a permis de rendre justice à la famille de Jill et à la communauté. L'accusation a présenté un dossier solide et accablant contre Adrian en mettant en avant les vidéosurveillances, les aveux de l'accusé et les preuves physiques indéniables. Les images de vidéo ont été cruciales pour retracer les derniers moments de la vie de Jill, montrant Adrian la suivant et l'attaquant dans les rues de Melbourne. En outre, l'aveu de Adrian lui-même a permis d'éviter un long procès pénible, ce qui a été un soulagement pour la famille de Jill qui n'aura pas à revivre toutes les horreurs. Le 5 avril 2013, il comparaît devant la Cour suprême de Victoria et lors de l'audience, il plaide coupable aux accusations de viol et de meurtre, épargnant donc à tout le monde des épreuves supplémentaires. Ce plaidoyer a évité un long procès, mais il n'a pas affecté la gravité de ses crimes ni la sévérité de la peine qu'il allait recevoir. Le tribunal n'a pas été influencé par les arguments de la défense, qui tentaient de minimiser les actes d'Adrian, comme si on pouvait l'excuser avec une enfance troublée ou des problèmes de santé mentale. La défense a même suggéré que Adrian a été bouleversé par ses actions, s'asseyant et pleurant après avoir tué Jill. Mais le tribunal ne cède pas à ça, il ne cède pas à cette manipulation émotionnelle et il juge que les larmes ne sont simplement que, on va dire un regret du fait qu'il a été capturé. Évidemment, les détails horribles du crime ont quand même été exposés. Le procureur a décrit l'attaque de Adrian contre Jill, soulignant la terreur qu'elle a vécue alors qu'elle était physiquement dominée dans cette ruelle tranquille. Le juge, dans une déclaration poignante, a condamné les actions de Adrian. Il a décrit la violence de Adrian comme quelqu'un qui était très barbare sur une femme qu'il ne connaissait pas. Il a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité avec une période minimale de 35 ans de prison. Cette peine sévère, assortie d'une peine simultanée pour les accusations de viol, signifie qu'il passera probablement le reste de sa vie en prison, loin de la société qu'il a violée de la plus horrible manière que ce soit. Pour la famille de Jill et les amis qui l'ont perdu, cette condamnation n'effacera jamais la douleur de sa perte, mais ça offre un semblant de justice, une réponse à un besoin profond de la communauté pour un crime d'une ampleur absolument atroce. Ce verdict a également jeté une lumière sur ces fameuses failles d'un système de libération conditionnelle qui mérite d'être repassé au crible. Au moment du meurtre de Jill, comme je vous l'ai dit, il est en liberté conditionnelle. Et je vais vous raconter pourquoi. Il avait purgé une peine pour avoir violé 5 femmes dans la banlieue d'Elwood en 2002. En tout, sur une période de 23 ans, dont 11 passés en prison, il a été reconnu coupable de 20 viols. Son premier viol connu remonte à ses 18 ans, il avait agressé une jeune fille de 16 ans. En moins d'un an, il a violé 2 autres femmes et il a été condamné à 5 ans de prison, mais il a fait que 2 ans. Après sa libération, il a commis de nouvelles agressions, cette fois sur 5 prostituées dans le quartier de Elwood. Il les attaquait de manière similaire, les empêchant de s'échapper en garant sa voiture près d'un mur, de façon à ce qu'elles ne puissent pas ouvrir leurs portes. Après ces agressions, il a été condamné à 11 ans de prison pour 16 chefs d'accusation, mais il a été libéré après en avoir purgé 7. Avant de tuer Jill, Adrian avait également attaqué un homme à Geelong avec une telle violence que sa mâchoire a été cassée. Il a été condamné à 3 mois, mais il a fait appel et donc on a réévalué sa libération conditionnelle, ce qui explique pourquoi il était toujours libre, circulant dans les rues, prêt à commettre d'autres crimes comme celui de Jill. La libération conditionnelle d'Adrian aurait dû être révoquée. L'agression de cet homme constitue clairement une violation de sa libération conditionnelle. On était sur un délinquant à haut risque qui ne devrait pas pouvoir faire appel de quoi que ce soit. Comment est-ce que c'est raisonnable? La condamnation a donné un peu de soulagement à la famille et aux amis de Jill, mais comme on le sait tous, ça pourra jamais compenser la douleur. Le procès d'Adrian Bailey a révélé l'ampleur de la tragédie, non seulement pour Jill et ses proches, mais aussi pour une communauté choquée par l'échec du système judiciaire. Bien que la justice ait été rendue,
La douleur de la perte reste insurmontable. L'affaire a mis en lumière la nécessité de réformer ces fameuses politiques et Jill restera à jamais dans les mémoires, son histoire soulevant des questions cruciales sur la sécurité pour chacun d'entre nous. Voilà tout le monde pour l'affaire de Jill Megger, une affaire qui démontre encore qu'on ne peut pas laisser n'importe qui dehors, même si cette personne semble pouvoir être une personne de confiance après avoir commis pas moins de 20 viols. Excusez-moi, mais c'est quand même extrêmement difficile à dire. J'espère que cette affaire a été inédite pour vous. Si ce n'était pas le cas, j'espère qu'elle a pu vous apporter des informations supplémentaires et complémentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir Murders Explained, de la commenter pour l'algorithme. N'oubliez pas qu'on lit tous les commentaires et qu'on répond à tout le monde. Abonnez-vous juste en dessous. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée suivant quand vous regardez la vidéo et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.